tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. 17 vaccins contre le Covid-19 sont actuellement en essai clinique en Chine, 7 déjà en phase 3. Le pays s'affirme comme un leader dans le domaine. Les réunions de la conférence consultative politique du peuple chinois, aussi appelée 2 sessions, continuent en Chine. Un événement qui attire l'attention des médias étrangers, vous allez le voir dans ce journal. La Chine veut achever la construction de son réseau 5G d'ici 5 ans. C'est ce qu'a déclaré Xiao Yating, le ministre de l'Industrie et des Technologies de l'Information. La Chine va-t-elle supprimer l'anglais dans les écoles primaires et secondaires ? Proposée au cours des 2 sessions, cette hypothèse ne fait pas l'unanimité en Chine. La Chine accuse l'Ofcom de répression politique. Zhao Liqian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a défendu la chaîne CGTN. La Russie et la Chine veulent construire ensemble une station sur la Lune. Les 2 pays assurent que le projet sera ouvert à tous les pays intéressés. Elle s'affirme comme un leader dans la production de vaccins. Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs vaccins chinois, dont Sinovac, ont été développés pour lutter contre le Covid-19. Lundi, le ministre de la Science et de la Technologie, Wang Zhikang, a déclaré que 7 vaccins sont actuellement en essai clinique de phase 3, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. 17 vaccins contre le Covid-19 sont actuellement en essai clinique, dont 7 sont en cours d'essai de phase 3. Voilà ce qu'a déclaré lundi le ministre de la Science et de la Technologie Wang Zhigang dans une interview en marge de la session législative annuelle de Chine à Beijing. Wang Zhigang a déclaré que les réalisations scientifiques et technologiques ont fortement étayé la lutte contre l'épidémie et que la science et la technologie sont les plus puissantes armes pour l'humanité pour vaincre le coronavirus. De nombreux médicaments efficaces ont été adoptés dans les programmes de traitement au cours de processus du dépistage. Nous avons extrait les souches de virus immédiatement après leur découverte et nous avons développé des kits de test pour les commercialiser dans les 2 semaines. En ce qui concerne le développement de vaccins, nous avons déterminé 5 techniques, voies de recherche et de développement depuis le début. À ce jour, 17 vaccins Covid-19 développés par la Chine sont actuellement en cours d'essais cliniques, dont 7 sont en cours d'essais cliniques de phase 3. 4 des 7 vaccins ont obtenu une approbation commerciale conditionnelle en Chine. Tous ces efforts ont offert un solide soutien à la lutte contre l'épidémie, a déclaré Wang Zhigang. Jusqu'à présent, dans la lutte contre l'épidémie, plus de 4300 chercheurs et 386 équipes de recherche scientifique de 13 secteurs de la communauté scientifique et technologique chinoise ont été impliqués dans la résolution de problèmes technologiques difficiles dans la recherche et le développement, dans le cadre d'une coopération à grande échelle, de la recherche fondamentale et de la recherche d'applications fondamentales à l'application pratique, couvrant à la fois les institutions de recherche et la fabrication. Passant en revue la campagne anti-épidémique en Chine jusqu'à présent, Wang Zhigang a souligné qu'outre les réalisations tangibles en matière de recherche et de développement, il y a aussi une expérience précieuse qui doit être résumée et appréciée, par exemple dans le développement de réactifs de tests et de vaccins. Plutôt les instituts de recherche et les entreprises se coordonnent, plutôt les produits sortent et meilleur est l'effet de l'application selon lui. Par conséquent, Wang Zhigang a déclaré qu'une coopération étroite entre le secteur industriel, les universités et les instituts de recherche est une approche très réussie dans la lutte contre l'épidémie. La Chine a également mené avec succès une coopération avec d'autres pays et régions pour l'adoption de mesures de contrôle basées sur la technologie, selon le ministre. Et cette déclaration de Wang Zhigang a été faite au cours des 2 sessions qui se déroulent depuis jeudi dernier à Beijing. Elle constitue un événement majeur de la vie politique chinoise. Chaque année, plusieurs décisions majeures sont prises durant cette conférence consultative politique du peuple chinois. Une rencontre au sommet qui attire l'attention des médias étrangers, vous allez le voir. Les 2 sessions actuellement en cours en Chine ont attiré l'attention des médias du monde entier, avec une grande attention portée aux objectifs économiques, aux nouveaux plans et aux priorités stratégiques présentées, alors que le pays sort de la pandémie de Covid-19 et navigue dans la reprise économique. La chaîne de Russie 24, par exemple, sous la Société d'État de télévision et de radiodiffusion de toute la Russie, a réalisé des rapports de suivi complet sur l'ordre du jour des 2 sessions et a demandé un journaliste
journaliste basé en Chine d'expliquer les points clés du rapport de travail du gouvernement de angles multiples. Le correspondant a déclaré que bien que le taux de croissance économique de la Chine l'année dernière soit le plus bas depuis 40 ans, le pays est la seule grande économie au monde à avoir enregistré une croissance économique positive de 2%. De telles réalisations économiques au milieu de la pandémie rendront sans doute le peuple chinois fier. La Chine a surmonté les défis posés par la pandémie et remporté la victoire en termes de développement social et économique. Le journal des Émirats arabes unis Al Roeya a également prêté attention à l'objectif de croissance économique de la Chine pour 2021. Son rapport indique que la Chine a fixé son objectif de croissance économique pour 2021 à plus de 6% dans le rapport de travail du gouvernement et souligne la nécessité de promouvoir les réformes, l'innovation et le développement de la qualité. La chaîne de télévision malaisienne 8 TV a elle rapporté l'ouverture des 2 sessions et les points à retenir du rapport de travail du gouvernement, y compris l'objectif de croissance du PIB de la Chine en 2021. Quant au journal singapourien Lian Zhaobao, lui a publié un rapport des 2 sessions sur son site web dans un premier temps. Selon le rapport de travail du gouvernement chinois, la Chine est toujours confrontée à de nombreux risques et défis en matière de développement, mais les fondamentaux de sa croissance économique à long terme restent inchangés. Et la Chine souhaite continuer de développer la 5G sur son territoire au cours des prochaines années. Déjà leader dans le domaine avec 718 000 stations de base 5G dans tout le pays. Les projets sont encore nombreux, comme l'a déclaré Xiao Yangqing, le ministre de l'Industrie, des Technologies de l'Information. La Chine souhaite développer davantage l'Internet industriel et la technologie des télécommunications 5G dans le but de stimuler le développement socio-économique national au cours des prochaines années. C'est ce qu'a déclaré lundi un ministre à Pékin, déclarant que de nombreuses applications pertinentes ont déjà été réalisées et que d'autres sont en cours de réalisation. S'exprimant lors d'un entretien de groupe avec les médias en marge de la 4e session de la 13e Assemblée populaire nationale, la législature nationale chinoise, Xiao Yangqing, ministre de l'Industrie et des Technologies de l'Information, a partagé les perspectives intéressantes d'un développement massif de l'Internet industriel 5G+, en Chine. Xiao Yangqing a également souligné l'importance de la sécurité et de la protection des droits de propriété intellectuelle dans le développement de technologies de pointe. Tout au long du développement de l'Internet industriel, nous devons trouver un bon équilibre entre développement et sécurité. Avec le développement de cet Internet, nous sommes tous préoccupés par les problèmes de sécurité et la protection des droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, nous devons appréhender sans relâche le développement d'une part et garantir fermement la sécurité et la protection des droits de propriété intellectuelle d'autre part. En combinant bien les deux, nous pouvons promouvoir un développement sain et ordonné. L'Internet industriel a de très larges perspectives de développement futur. Comme nous le savons tous, à la fin de l'année dernière, nous avions construit un total de 718 000 stations de base 5G dans tout le pays. Nous construirons un réseau 5G complet au cours du 14e plan quinquennal de 2021 à 2025. Divers scénarios d'application verticale 5G seront encore étendus sur cette base. Nous continuerons également d'améliorer la vitesse du réseau, la couverture du réseau et d'autres aspects, a-t-il conclu. Supprimer l'anglais dans les écoles primaires et secondaires, voilà l'une des propositions faites au cours des 2 sessions. Cependant, cette dernière ne fait pas l'unanimité, comme vous allez le voir dans ce reportage. Xu Jin, un membre du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, l'un des 8 partis politiques non communistes de la Chine, a déclaré que l'anglais ne devrait pas être une matière de base comme le chinois et les mathématiques et que davantage d'heures de cours devraient être accordées pour améliorer les compétences des étudiants en éducation physique, en musique et en art par exemple. Il estime également que l'anglais et les autres langues étrangères ne devraient pas non plus être inclus comme matière obligatoire pour l'examen national d'entrée à l'université, soulignant que, alors que l'anglais occupe environ 10% des heures de cours, moins de 10% des diplômés universitaires utilisent cette langue au travail et que, de plus, les appareils de traduction intelligents peuvent offrir des services de traduction sophistiqués et qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, les traducteurs figureront parmi les 10 principales professions qui disparaîtront. Sa proposition a déclenché une discussion animée sur les plateformes de réseaux sociaux et le hashtag
supprimer l'anglais comme matière principale pour les élèves du primaire et du secondaire avait été lu 120 millions de fois à la date du 7 mars sur Sina Weibo, une plateforme de micro-blogging. Certains internautes ont soutenu sa proposition et ont déclaré qu'ils avaient perdu trop de temps à étudier l'anglais à l'école et ne l'utilisaient pas dans leur vie quotidienne. D'autres pensent en revanche que l'idée n'est pas conforme à la recherche d'une plus grande ouverture du pays et ne sera probablement pas adoptée par les autorités. Selon un sondage en ligne du China Youth Daily, plus de 110 000 personnes interrogées se sont opposées à la proposition et ont même au contraire déclaré que l'anglais devrait être enseigné tôt dans les écoles pour permettre à la Chine de rivaliser avec d'autres pays. Cependant, environ 100 000 personnes ont soutenu la proposition, estimant qu'il serait préférable de passer plus de temps à apprendre la langue et la culture chinoise. Zhang Liangzong, professeur à l'Université des études étrangères de Beijing, a de son côté souligné dans une interview accordée au Beijing News que le ministère de l'Éducation avait fait de l'anglais un cours obligatoire à partir de la 3e année en 2001, ajoutant que cette décision s'est avérée judicieuse car des centaines de millions d'étudiants chinois ont élargi leurs horizons et amélioré leur conscience culturelle et leur capacité de réflexion critique grâce à l'apprentissage de la langue. Pour Zhou Bingqi, directeur adjoint de l'Institut de recherche sur l'éducation du XXIe siècle à Beijing, la clé est de réformer le système éducatif chinois axé sur les examens, afin que l'enseignement de l'anglais se concentre sur l'amélioration des compétences linguistiques des étudiants et non sur la capacité de passer des examens. La suppression de l'anglais comme matière principale ne fera qu'entraîner de plus grands déséquilibres entre les étudiants urbains et ruraux en matière de maîtrise de l'anglais, car les étudiants urbains recourront plus probablement à une formation post-scolaire coûteuse pour apprendre la langue, a-t-il ajouté. Toujours en politique, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a apporté son soutien à la chaîne de télévision chinoise CGTN. Il accuse l'Ofcom de répression politique pour avoir censuré la chaîne au Royaume-Uni. Il y a quelques semaines, l'organisme britannique de régulation des médias, aussi appelé Ofcom, a demandé à la chaîne chinoise CGTN de payer des amendes pour avoir prétendument enfreint les règles de radiodiffusion du Royaume-Uni. Aujourd'hui, Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, accuse l'Ofcom de répression politique. Il l'a fait à l'occasion d'une conférence de presse. CGTN fait toujours des reportages sur le principe de l'objectivité et de la justice. La Chine a exprimé à plusieurs reprises sa ferme opposition à l'action injustifiée de la révocation arbitraire par l'Ofcom de la licence de CGTN au Royaume-Uni. L'Ofcom a une fois de plus insisté pour faire un mauvais jugement, reflétant ses forts préjugés idéologiques contre la Chine. C'est une répression politique délibérée et ridicule. D'ici 2025, la Chine comptera 170 000 km de voies ferrées. Les trains à grande vitesse, éco-responsables et intelligents sont désormais privilégiés dans le pays. C'est également le souhait de Lu Tongfu, président du conseil d'administration de China Railway. La Chine comptera 170 000 km de voies ferrées d'ici 2025, dont 50 000 km de voies grande vitesse. C'est ce qu'a indiqué Lu Dongfu, président du conseil d'administration de China Railway, lors de la session législative annuelle du pays cette année. Les lignes ferroviaires couvriront les villes de 200 000 habitants et les lignes à grande vitesse couvriront 98% de villes de plus de 500 000 habitants. Durant la mise en œuvre du 13e plan quinquennal de 2016 à 2020, la longueur de chemin de fer a augmenté de 20,9%, passant de 121 000 km à 146 300 km. La longueur de ligne à grande vitesse a presque doublé, totalisant 37 900 km contre 19 800 km auparavant. Après la construction du réseau de chemin de fer composé de 4 lignes horizontales et 4 lignes verticales, qui s'est achevé plus tôt que prévu, un réseau ferroviaire plus développé composé de 8 lignes horizontales et 8 lignes verticales se met en place progressivement, permettant à la Chine de disposer du réseau ferroviaire le plus moderne et le réseau de lignes à grande vitesse le plus développé du monde. Le trafic de voyageurs a ainsi atteint 14,9 milliards de personnes durant la mise en œuvre du 13e plan quinquennal, dont 9 milliards de voyageurs en train de grande vitesse.
Durant la mise en œuvre de ce 13e plan quinquennal, justement, le chemin de fer a réalisé d'importants progrès en matière d'innovation autonome, son niveau technique étant au premier rang mondial. La Chine est au top niveau mondial en ce qui concerne le savoir-faire de construction de lignes ferroviaires à haute vitesse sur le haut plateau, adapté à l'environnement de froid extrême et capable de supporter des charges extrêmement importantes. La Chine dispose également de la technologie de trains à grande vitesse intelligents totalement autonomes. Elle s'est dotée de trains Fengxing avec une vitesse allant de 160 à 350 km/h. Lu Dongfu a cité 3 mesures pour renforcer l'innovation autonome des trains à grande vitesse Fengxing. Premièrement, avant le 1er juillet 2021, la région autonome du Tibet et son chef-lieu Lhasa seront desservis par les trains à moteur hybride Fengxing qui associent puissance électrique et combustion interne. 31 provinces, régions autonomes et municipalités seront couvertes par le réseau ferroviaire. Deuxièmement, avant le 1er juillet 2021, les trains à grande vitesse intelligents Fengxing seront utilisés pour les lignes à grande vitesse, telles que les lignes Beijing-Shanghai ou Beijing-Harbin, pour que les trains les plus performants rendent service à plus de gens. Troisièmement, le projet d'innovation scientifique CR450 a été lancé dans l'objectif de développer des trains Fengxing nouvelle génération plus rapides, sûrs, éco-responsables et intelligents, et surtout moins énergivores, de manière à accélérer la vitesse des trains à grande vitesse chinois et à consolider leur position leader dans le monde. Guangzhou et Hong Kong misent sur un projet de zone intelligente. Les deux métropoles souhaitent s'allier dans le secteur manufacturier. La zone serait divisée en 3 sections de fabrication intelligente, d'innovation scientifique, technologique et de communauté. Les détails de ce projet dans ce sujet. Guangzhou, la capitale du Guangdong, ainsi que Hong Kong ont élaboré un plan de mise en œuvre pour la construction d'une zone intelligente de coopération dans le secteur manufacturier. Selon le gouvernement du district de développement de Guangzhou, la zone proposée visera à renforcer la coopération industrielle et juridique avec Hong Kong. La zone sera divisée en 3 sections de fabrication intelligente, d'innovation scientifique et technologique et de communauté. Selon le plan, la fabrication intelligente de la zone accélérera le développement conjoint avec les industries avancées de Hong Kong, telles que la conception industrielle, le transport maritime et logistique et les services financiers d'ici 2022. En outre, un certain nombre de projets d'expérimentation et de plateformes de services transfrontaliers seront lancés pour la fabrication intelligente. D'ici 2035, la zone établira des règles conformes aux normes de Hong Kong et internationales en développant un cluster industriel intelligent d'une valeur de 100 milliards de yuan, soit environ 15,46 milliards de dollars. Couvrant une superficie totale de 56,39 km², la zone située dans la partie ouest du district de développement de Guangzhou favorisera le développement de la fabrication et la poursuite de l'intégration avec les services productifs de Hong Kong, les technologies de l'information de nouvelle génération, la fabrication d'équipements haut de gamme et d'autres nouvelles industries fondamentales. Un certain nombre d'entreprises de haute technologie basées à Hong Kong se sont installées dans la zone depuis le début de la construction de la zone en mai 2019. Afin d'offrir un cadre de vie plus pratique aux jeunes professionnels talentueux de Hong Kong et de Macao, une section communautaire a été incluse dans la zone avec des installations de soutien telles que des applications 5G, des soins médicaux intelligents et des transports intelligents. Des politiques visant à permettre aux résidents d'Hong Kong et de Macao d'acheter des appartements locaux seront introduites dans la zone conformément au plan. Un grand port d'affaires et commercial comprenant un bâtiment d'entrée et sortie, une marina et un terminal d'hélicoptères sont également en cours de construction dans la zone. Le terminal des hélicoptères qui permet de relier Guangzhou, Hong Kong et Macao en une demi-heure est entré en phase d'essai. À l'heure actuelle, le district du développement de Guangzhou abrite un certain nombre de regroupements industriels pour une nouvelle génération de technologies de l'information, de biomédecine, de nouvelles énergies et d'intelligence artificielle. Et terminons ce journal avec un autre projet, cette fois-ci spatial, qui concerne la Russie et la Chine. Les deux pays veulent construire ensemble une station sur la Lune et assurent que le projet sera ouvert à tous les pays intéressés.
Mardi, la Chine et la Russie ont annoncé qu'ils projetaient de construire ensemble une station à la surface ou en orbite de la Lune, où se concentrent de nouvelles ambitions spatiales avec Mars en ligne de mire. L'annonce intervient alors que la Russie, pionnière à l'époque soviétique en matière de conquête spatiale, se trouve désormais à la traîne en comparaison avec les multiples projets d'autres États, dont certains sont pourtant novices et d'entreprises privées. Ce projet de station scientifique lunaire internationale doit être mené à bien par l'agence russe Roscosmos et l'administration spatiale chinoise CNSA, reposant sur le principe des bénéfices partagés. Il sera néanmoins ouvert à tous les pays intéressés et partenaires internationaux. Les communiqués de Roscosmos et de la CNSA annonçant ce projet d'accord ne précisent toutefois pas de calendrier ni les sommes investies. Selon Moscou, la Russie et la Chine établiront une feuille de route et mèneront une collaboration étroite afin de réaliser ce projet. Dans un tweet, le chef de Roscosmos, Dmitry Rogozin, a invité le directeur de l'administration spatiale chinoise Zhang Kejian à se rendre au lancement prévu en octobre prochain de l'atterrissage lunaire russe Luna 25. De nombreux programmes lunaires sont en cours de développement à travers le monde, considérés comme des bancs d'essai avec Mars pour objectif, à l'instar de l'américain Artemis. La Russie, qui n'a pas de projet aussi ambitieux, apparaît en retrait de la course, celle qui l'année passée avait perdu son monopole concernant les vols habités vers la Station spatiale internationale, après la première mission de ce genre réussie par la société américaine SpaceX. Cette dernière prévoit d'ailleurs un vol vers la Lune dès 2023. Bien que profitant d'une très grande expérience et de matériel à la conception fiable datant de la période soviétique, le secteur spatial russe souffre de difficultés à innover, ainsi que de problèmes de financement et de corruption. Les réussites de Moscou restent néanmoins une source de fierté pour les Russes, en particulier grâce à la figure de Youri Gagarin, le premier homme dans l'espace dont la célèbre mission fêtera en avril ses 60 ans. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour ne rien rater de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur notre petite cloche pour recevoir toutes les notifications de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.